À 23h51, mon téléphone s'est illuminé comme la vérité le fait parfois, froide, chirurgicale, sans prévenir. Une notification a traversé l'obscurité, tranchant le silence en deux. C'était ma mère. Son message, bref, presque récité, nous avons décidé. Tu ne fais plus partie de cette famille. Ne viens plus à aucune réunion. Pas d'explication. Pas d'hésitation. Juste un bannissement numérique, transmis en une seule vibration. Quelques secondes plus tard, ma sœur a réagi avec un emoji cœur, comme si la trahison était un passe-temps familial, une épreuve d'équipe qu'il s'était entraîné à maîtriser. L'écran a continué à briller un instant avant de s'éteindre, me laissant face à mon propre reflet. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai même pas tremblé. Mes doigts ont bougé d'eux-mêmes, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à tous les comptes, à tous les paiements automatiques, à chaque abonnement que j'avais silencieusement entretenu pour eux au fil des ans. Assurance santé. Électricité. Abonnement de streaming qu'ils avaient oublié être à mon nom. J'ai cliqué sur annuler encore et encore, chaque courriel de confirmation tombant dans ma boîte de réception comme un verdict discret. À minuit 3, leur confort commençait déjà à se déliter lentement, invisiblement, comme une mèche brûlant vers une explosion qu'ils n'auraient jamais imaginée. Avant de te raconter la suite, je veux te demander quelque chose. D'où m'écoutes-tu? Es-tu assis dans le noir toi aussi, à te demander quand l'amour s'est transformé en compte de résultats? Ou fais-tu partie des chanceux, ceux qui n'ont jamais eu à comprendre que parfois, la seule façon de trouver la paix, c'est d'éteindre la lumière sur son propre sang? Quand mon écran s'est enfin assombri, l'appartement a semblé respirer. Le silence s'est épaissi autour de moi, presque vivant. Dehors, la ville murmurait dans son rythme sans sommeil, des voitures passaient, quelqu'un riait trop fort 3 étages plus bas, mais à l'intérieur, tout était immobile. Le bourdonnement du réfrigérateur ressemblait à une confession. Le tic-tac de l'horloge marquait un temps que je ne récupérerais jamais. Je suis resté là, immobile, la main posée sur le clavier, la lumière du moniteur s'éteignant peu à peu sur ma peau. Mon cœur battait calmement, d'une sérénité presque inquiétante. Ce n'était pas la colère qui détruit tout sur son passage, c'était une autre forme, plus glaciale, celle qui décide au lieu de réagir. Pendant des années, j'avais été leur investisseuse silencieuse. Celle qui s'assurait que l'hypothèque soit toujours payée, que l'assurance auto reste active, que le Wi-Fi ne soit jamais coupé. Chaque on te rembourse le mois prochain devenait une ligne dans mon budget tacite. Chaque appel en pleurs, commençant par juste cette fois, ajoutait une dette invisible que je feignais d'ignorer. J'appelais cela l'amour. J'appelais cela le devoir. Mais assise là, entourée de lueurs bleutées des confirmations d'annulation, j'ai compris que tout cela n'avait été qu'un abonnement que je renouvelais automatiquement depuis bien trop longtemps. Je me suis adossée à ma chaise, laissant mes yeux parcourir les contours de mon appartement, la seule plante que j'avais réussi à garder en vie, la tasse dont l'inscription s'effaçait, la pile de courriers non ouverts sur le comptoir. Tout ici m'appartenait, intact, libre de toute attente étrangère. Pour la première fois depuis des années, je ne finançais plus le chaos de personne d'autre que le mien. L'air semblait différent. Plus léger. Honnête. Dehors, les lampadaires se reflétaient sur le bitume humide. Quelque part, j'imaginais leur téléphone vibrer, leur compte demander paiement, leur vie s'assombrir là où jadis je gardais la lumière allumée. J'ai refermé mon ordinateur et j'ai murmuré dans le silence, non par colère, mais par quelque chose de plus profond. Du soulagement. Celui qui naît seulement quand on cesse enfin de payer pour sa propre disparition. Tout était précis, étiqueté, trié, classé par couleur. Ma thérapie personnelle, déguisée en organisation. Après avoir grandi dans une maison où les portes claquaient comme des points d'exclamation et où le silence tranchait comme un couteau, j'avais bâti ma santé mentale sur la structure. L'ordre était devenu ma langue, quand le chaos m'avait volé toutes les autres. Mais ce soir-là, cet ordre s'est retourné contre moi. Chaque dossier parfaitement aligné, chaque tableur impeccablement calculée ressemblait à une archive de mon illusion. La preuve que j'avais confondu contrôle et sécurité. Chaque reçu bien rangé brillait sous la lampe du bureau comme une confession. Chaque paiement automatique programmé murmurait la même vérité, j'avais financé ma propre négligence.
J'avais cru que l'amour se mesurait à la résistance, qu'en restant utile, patiente, généreuse, il finirait par me voir. Que je pourrais mériter une place durable, comme d'autres méritent des louanges. Mais la culpabilité avait été l'héritage de ma mère, transmis comme son argenterie, poli, entretenu, servi en petites doses constantes. Tu nous dois, déguisé en nous t'aimons. Kayla, ma sœur, avait toujours été l'heure dorée de la famille, éclatante, impulsive, incapable de s'effacer. Les gens lui pardonnaient avant même qu'elle ne s'excuse. Son rire emplissait les pièces, tandis que le mien n'était qu'un écho qui n'atteignait jamais les murs. Mon père, lui, survivait par l'absence. Il existait dans les recoins silencieux de la maison, ombre d'homme à la table du dîner, spectateur neutre de nos tempêtes familiales. Sa stratégie était simple, éviter l'explosion en feignant qu'elle n'existait pas. La mienne était plus ambitieuse, empêcher la déflagration en servant de tampon entre toutes les colères. Je me souviens encore de la première fois où j'ai payé leurs impôts fonciers. Ils étaient à 2 semaines de perdre la maison, la panique résonnait dans la voix de ma mère. J'avais 26 ans, je faisais des doubles services, je rationnais mes courses, mais lorsqu'elle m'a appelé son ange gardien, j'ai transféré l'argent sans réfléchir. Ce geste m'avait paru sacré, presque rédempteur. Je n'avais pas compris que les anges ne se contentent pas de sauver, ils s'épuisent à le faire. Puis les missions de sauvetage se sont enchaînées, factures impayées, réparation de la voiture, frais de scolarité de Kayla, $18 000 par an, 3 années de suite. Je continuais d'envoyer l'argent comme des offrandes, convaincu de maintenir la famille unie. En réalité, je ne faisais que nourrir la machine de leur droit à tout. Des années plus tard, l'ironie avait un goût amer. Je frottais mes yeux, cherchant le regret, mais je n'y trouvais que de la clarté. Ce n'était pas du chagrin, c'était de la comptabilité. Les mathématiques des limites. Je n'assistais pas à un effondrement, mais à une réconciliation entre l'effort et le résultat. Pour la première fois, les chiffres avaient du sens. La dernière fois que je les avais vus, c'était il y a 6 mois, à un dîner dominical. La cuisine de ma mère sentait le romarin et la tension. Avant même que je ne m'assoie, elle avait corrigé ma posture, ses doigts ajustant mes épaules avec ce mélange de pitié et de supériorité. Kayla racontait son voyage d'affaires, citant des investisseurs imaginaires pendant que son bronzage racontait une autre histoire. Mon père plaisantait entre 2 gorgées de vin sur le fait que je travaillais trop, réfléchissais trop, aimais trop peu. La table riait. J'ai souri, planté ma fourchette dans un morceau de poulet et avalé un cri. Ce soir-là, le cliquetis des couverts sonnait comme un marteau de juge. Je n'avais pas encore compris que j'étais déjà en procès pour insuffisance d'être. Maintenant, dans la lumière bleue tamisée de mon appartement, entouré d'un silence enfin à moi, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. La lueur illuminait le contour de mon poignet, la tasse à moitié vide posée à côté, la preuve tranquille de mon indépendance. Les colonnes étaient vides, en attente. Pour la première fois, je n'y inscrivais ni dette, ni paiement, ni obligation. J'y consignais la vérité. Pas des chiffres, mais des noms, des dates, des décisions, l'anatomie d'une loyauté mal placée. Dehors, la nuit pesait contre la fenêtre, les lumières de la ville clignotant comme des avertissements lointains. J'ai pris une profonde inspiration et commencé à taper. Ligne par ligne, j'ai cartographié les années passées à être fiable, les transactions déguisées en affection, les moments où j'avais pris la manipulation pour de la tendresse. Chaque entrée était un acte de survie. Quand j'ai appuyé sur enregistrer, le nom du fichier est venu naturellement, quelque chose que je n'avais jamais écrit auparavant, preuve de liberté. Date, montant, raison, preuve. Mes doigts glissaient sur le clavier comme s'ils s'étaient entraînés à ce geste depuis des années. Chaque ligne était précise, délibérée, une rébellion silencieuse dans le langage des nombres. Ligne après ligne, je reprenais possession d'un bien immatériel, la dignité, lentement érodée au fil des transactions. Dehors, la ville bourdonnait sous un ciel à moitié endormi. À travers la vitre, les reflets des néons pulsaient comme des signaux codés, comme si l'horizon lui-même me murmurait « Continue ». Quelque part, de l'autre côté de la ville, ma famille dormait sûrement paisiblement, enveloppée dans l'illusion que j'avais enfin accepté mon exil. Ils se lèveraient, reprendraient leur routine, le café qui infuse, le pain qui brûle,
le chaos bien rodé, sans deviner que j'étais en train de démonter la structure même qui les avait gardés à l'aise. Ils croyaient que le silence signifiait la reddition. Ils se trompaient. À l'aube, mon téléphone était devenu un cimetière d'appels manqués. Papa. Maman. Kayla. Leurs noms s'allumaient à intervalles réguliers, brillant comme des fantômes d'un passé que j'avais déjà enterré. Je ne l'ai pas touché. Le silence entre nous avait désormais un poids, ce n'était plus de l'évitement, c'était une preuve. Une limite enfin tenue. Le premier message n'est pas venu de ma mère, mais de Kayla. Tu exagères. Maman ne voulait pas dire ça. On peut juste en parler? Parler. Le mot sonnait comme l'écho d'une autre vie, un son jadis chaud, devenu creux. Je l'ai relu 2 fois, analysant le ton, le rythme, la vieille esquive familière. Pas une trace de remords. Juste la stratégie déguisée en affection. Le contrôle portant le masque du soin. Je l'ai supprimé sans hésitation et je suis retourné à mon écran. Chaque nouvelle cellule que je remplissais était une petite résurrection de mémoire. Le jour exact où j'avais viré les frais de scolarité de Kayla à l'université, en prétendant que mon compte épargne ne se vidait pas à vue d'œil. Le mois où j'avais payé leurs impôts fonciers en survivant grâce à des nouilles instantanées. Les frais de découvert quand papa avait emprunté ma carte pour faire le plein, promettant de me rembourser, promesse jamais tenue. Chaque chiffre représentait un moment où je m'étais tue au nom de l'amour. Chaque total calculé dénouait un mensonge de plus. À 9 heures précises, un email est arrivé. Le ton de ma mère était si tranchant qu'il aurait pu faire saigner. Pas de salut, pas d'introduction, juste un verdict enveloppé de condescendance. Nous devons parler de ce que tu as fait. Tu as créé un désastre. Appelle-nous immédiatement. Pas un mot sur son message de la veille, aucune trace de remords pour m'avoir renié. Comme si, pendant la nuit, elle avait réécrit l'histoire, se transformant en victime et me désignant comme la perturbation. En le lisant, j'ai ressenti quelque chose d'inédit, une clarté si pure qu'elle en faisait presque mal. Pendant des années, j'avais cru être l'encre de la famille, la stabilisatrice silencieuse, celle qui empêchait la tempête de tout chavirer. Mais à cet instant, la vérité s'est révélée avec une précision chirurgicale, il n'avait jamais voulu de stabilité. Il voulait un service. Je n'étais pas la colle. J'étais le contrat d'entretien. Ma réponse est venue naturellement, je suis occupée à réconcilier mes comptes. Vous devriez en faire autant. J'ai appuyé sur envoyer et me suis adossée, regardant le message partir comme une flèche. Le téléphone s'est mis à sonner aussitôt, son réflexe pour reprendre le contrôle. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé la vibration cogner contre le bureau jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, le son se fondant dans le bourdonnement de la ville derrière la fenêtre. Vers midi, la panique a commencé à se propager. Le message de papa est arrivé en premier, fragmenté, nerveux. Tu peux expliquer ce qui se passe avec les factures? Ta mère perd la tête. L'ironie m'a presque fait rire. Perdre quoi, au juste? Le confort de l'électricité gratuite? L'illusion de l'autorité? J'ai reposé le téléphone avant que la pensée ne se termine. Puis ce fut Kayla, à nouveau, son ton changeant, moins condescendant, plus affolé. Maman panique. Papa dit qu'il n'y a plus Internet. Tu fais exprès? Ce n'est pas juste. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, comprenant que la justice n'avait jamais existé dans notre vocabulaire familial. La justice, c'était pour ceux qui partageaient le fardeau, pas pour ceux qui exigeaient d'être sauvés par ceux qu'ils étouffaient sous leur gratitude. Autour de moi, l'air sentait le café, et le léger vrombissement de mon ordinateur emplissait l'appartement. Le tableur brillait sur l'écran comme un miroir. Ce qui jadis n'était qu'un registre de servitude était devenu une carte d'émancipation. Chaque entrée représentait une porte que j'avais refermée, une limite rétablie. Dehors, la matinée s'était dorée. Le soleil s'étirait sur le sol, caressant les bords des enveloppes non ouvertes et des tasses vides. Pour la première fois depuis des années, la journée semblait propre, débarrassée des attentes. J'ai enregistré le fichier, intitulé Compte réglé, et refermé l'ordinateur. Quelque part, leur téléphone sonnait encore. Mais le mien, enfin, était silencieux. Pourquoi fais-tu ça? Tu détruis tout. Leurs mots tournaient dans ma tête,
parasite sur une mauvaise fréquence. Détruit tout, comme si le silence que j'avais choisi était la ruine, et non les années de manipulation qui l'avaient précédé. L'ironie avait un goût métallique. Je ne démantibulais rien qui ne fût déjà fissuré, je refusais simplement d'en recoller les morceaux. J'ai ouvert mon application bancaire et commencé à défiler les pages sans fin de mon historique. Ligne après ligne, transaction après transaction, la preuve que l'amour avait toujours eu un reçu. Loyer, frais de scolarité, réparation, urgence tombée comme par hasard entre mes mains. Chaque chiffre était un horodatage de reddition. Pourtant, cette fois, tandis que mon doigt glissait sur l'écran, quelque chose changeait. La vieille douleur de la culpabilité, cet héritage gravé en moi par des décennies d'obligations, commençait à se dissoudre. Ce qui la remplaçait n'était pas la colère, mais le calcul. Net. Tranchant. Discipliné. Ce calme-là pouvait reconstruire des empires, ou les ensevelir. À 3 heures de l'après-midi, ils avaient épuisé toutes leurs armes émotionnelles. Les messages de ma mère oscillaient entre la fureur et la nostalgie, comme un pendule fatigué. Mon père adoptait un ton logique, feignant l'incompréhension là où ne régnait que le contrôle et la manipulation. Les textos de Kayla transpiraient la panique déguisée en affection. Puis vint la mise en scène publique, la publication Facebook de ma mère. Certains oublient qu'il les a élevés dès qu'ils commencent à gagner de l'argent. L'orgueil précède la chute. La tournure était calculée, presque biblique, rédigée pour un public de spectateurs. Les cœurs et commentaires affluèrent, venant de cousins qui n'avaient pas pensé à mon anniversaire depuis 10 ans. Je ne répondis pas. Je pris simplement une capture d'écran et la rangeai dans un nouveau dossier intitulé Documentation. Ce geste minime pesa plus lourd qu'une confrontation. C'est à cet instant que l'équilibre se renversa, dans mes comptes comme dans ma poitrine. Pour la première fois, je compris que le silence n'était pas une faiblesse, c'était une architecture. Un mur, non une plaie. Vers 6 heures, le poids de la décision prit une forme concrète. J'appelai Julia. Nous nous étions connus à l'université, à l'époque où partager un loyer semblait être le seul partage à faire, et elle était devenue avocate spécialisée en droit familial, experte dans les successions et les patrimoines dissimulés. Sa voix était calme, stable, ancrée dans la familiarité. Je crois que je suis prête à cesser de jouer les comptables, lui dis-je, ma voix distante, presque solennelle. Elle ne demanda aucun détail. Alors commence à tout documenter, répondit-elle. Nous rendrons cela officiel. Après cet appel, je bougeais comme une enquêtrice sur une scène de crime. Chaque courriel, chaque confirmation de transfert, chaque relevé fut étiqueté et archivé. Dossier, sous-dossier, catégorie pour les paiements, les dates, les noms, et même le contexte émotionnel. Ce n'était plus de l'organisation, c'était une reconquête. Plus je rangeais, plus je me sentais légère. La trace écrite qui m'avait autrefois accusée d'être trop généreuse devenait maintenant mon témoin. À minuit, ma boîte mail ne ressemblait plus à une chronologie, mais à un dossier de preuves. Et pour une fois, je n'étais plus celle qu'on jugeait. La deuxième nuit apporta un silence différent. Non pas une absence, mais une attente. Ce silence avait un rythme désormais mesuré, volontaire, vibrant de l'énergie qui précède l'impact. Mon appartement baignait dans la pénombre, éclairé seulement par l'écran de mon ordinateur. Des dizaines d'onglets ouverts, portail bancaire, archives de messages, reçus numériques. Chaque onglet était une porte vers l'architecture de leur dépendance, paiement hypothécaire, renouvellement d'assurance, frais de scolarité, déclaration fiscale. Des années de stabilité construites non sur la gratitude, mais sur mon silence. Je fixai les lignes de chiffres jusqu'à ce qu'elles se brouillent, la lumière se reflétant sur mes lunettes, rendant mon reflet plus dur. Ils avaient pris ma fiabilité pour de la dévotion, mes limites pour de la trahison. Mais ce soir-là, je n'étais plus leur filet de sécurité. J'étais le registre qu'ils avaient négligé, revenu à la vie. À 11h40, le téléphone vibra. Le nom de Julia s'afficha sur l'écran. Sa voix, calme et maîtrisée, portait une résolution tranquille. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle. Je regardais les dossiers ouverts, des dizaines d'entre eux, remplis d'années de loyauté transformées en preuves. « Chaque reçu ?» répondis-je. Le curseur clignotait au bas du dernier fichier, comme un battement de cœur.
Dehors, le tonnerre grondait au loin, sa rumeur montant en puissance. Je refermai lentement l'ordinateur, la lueur de l'orage se reflétant sur le bord métallique de l'écran. Pendant des années, il m'avait appris que le silence signifiait la soumission. Ce soir, je compris enfin, il pouvait aussi être le bruit du tonnerre avant que la justice ne frappe. Je dis, chaque transfert. Ma voix ne trembla pas cette fois. Ce n'était pas une colère, c'était un verdict. Le silence de Julia fut bref, approbateur. Bien, dit-elle. Alors tu ne demandes pas un remboursement, Sophia. Tu le fais appliquer. Son ton avait la précision tranquille de celle qui, depuis des années, transforme le chaos en conséquence. Elle me guida à travers les étapes suivantes avec une précision chirurgicale. Rédige-le comme une transaction, pas comme une supplique. Aucune émotion, aucune douceur. Juste de la structure et de la vérité. Ces mots avaient la solidité d'une armure. J'ouvris un nouveau brouillon et commençai à taper, la lumière bleue de l'écran tranchant l'obscurité de la pièce comme un scalpel. Objet, soldes impayés, compte famille Johnson. Corps du message, cet email constitue un avis officiel de remboursement dû. Vous disposez de 30 jours pour établir un plan de remboursement avant l'engagement de poursuites légales. Aucun adjectif. Aucune ponctuation destinée à convaincre. Juste une conclusion nette, professionnelle, définitive. Ce n'était plus un message, mais un miroir reflétant chaque déséquilibre qu'ils avaient feint d'ignorer. Je le relus une fois, puis appuyai sur envoyer. Le silence qui suivit ne me sembla pas vide, il vibrait. Comme l'air suspendu juste avant un coup de tonnerre. 12 minutes plus tard, les premières réponses arrivèrent, chacune portant le même rythme prévisible du déni. Papa, soyons raisonnables. Maman, comment as-tu pu nous faire ça? Kayla, tu es folle. Tu détruis tout. Leurs mots se chevauchaient sur mon écran, formant un cœur numérique d'indignation. Je les lus avec le détachement de quelqu'un qui étudie une langue qu'elle a dépassée. Ils n'étaient pas horrifiés par leurs actes, mais par la fin de ma complaisance. Pour la première fois, leur confort avait un prix qu'ils ne pouvaient plus me faire payer. À minuit 3, mon téléphone se mit à clignoter comme une scène de crime vif, insistant, désespéré. Appel après appel, message après message. L'air autour de moi vibrait de la panique. Un message vocal se lança automatiquement, la voix de ma mère, aiguë, fissurée. Rallume les lumières. On arrangera ça demain. Sa voix se brisa sur demain, comme si le temps lui appartenait encore. Mais demain était déjà là, et pour une fois, ce n'était plus moi qui étais dans le noir. Quelques secondes plus tard, le nom de Julia apparut dans ma boîte mail. Parfait. Transfère-moi tout. Nous rédigerons la lettre de mise en demeure d'ici demain matin. Même sa ponctuation respirait le contrôle. Je m'adossai à ma chaise, le bourdonnement de l'ordinateur se mêlant au tic-tac doux de l'horloge. Mon nom reposait là, au bas du courriel envoyé, Sophia Johnson. Je réalisai combien de fois cette signature avait été leur bouée de sauvetage, sur des baux, des demandes de prêt, des formulaires d'assurance. Chaque signature avait été une promesse silencieuse, je vous protégerai. Désormais, elle représentait la preuve de toutes les fois où je les avais choisis, eux, plutôt que moi. Ce soir, ce même nom portait un autre poids, ce n'était plus la soumission, c'était l'auteur. À 1h du matin, une nouvelle notification s'alluma. Kayla, encore. Tu crois que ça te rend forte? Tu n'as pas de cœur. Autrefois, ces mots auraient transpercé ma peau. Mais cette fois, je ressentis tout autre chose, un soulagement pur. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je enfin cessé de saigner de l'empathie pour ceux qui l'avaient utilisé comme carburant. Ma compassion avait été un compte sans limite qu'ils avaient vidé sans honte. Sans cœur n'était plus une insulte, c'était un diagnostic guéri. Je me levai, marchai jusqu'à la cuisine et remplis un verre d'eau. Le son du liquide qui coulait était régulier, apaisant, presque méditatif. Dehors, la nuit était calme, les lumières de la ville floues derrière la pluie sur la vitre. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était stable. Ce n'était pas de la vengeance, ni une riposte, c'était une réconciliation, des chiffres, des souvenirs, de moi-même. Avant de me déconnecter,
j'ouvris un dernier onglet. L'acte de propriété. La maison dont il se vantait, notre foyer, notre dur labeur, enfin à nous. Mon curseur resta suspendu au-dessus du document. Mon nom s'y trouvait toujours, noir sur blanc, propriétaire légitime. Je ne l'avais jamais transféré. À l'époque, j'appelais cela de la prudence. À présent, je comprenais, c'était de l'instinct. Pendant des années, j'avais tout signé, argent, temps, pardon, sans voir que j'avais gardé la seule signature qui comptait vraiment. Le titre n'était pas seulement une preuve de propriété. C'était une preuve de survie. Je refermai le document, le reflet de l'écran adoucissant peu à peu la lumière dans la pièce. Pour la première fois, mon nom semblait exactement à sa place, sur quelque chose capable de porter son propre poids. Cet instinct était devenu une force affûtée, maîtrisée, acquise. Une force qui ne rugit pas, mais qui vibre sous la peau comme l'électricité avant l'orage. À l'aube, l'email de Julia arriva, son professionnalisme enveloppé d'une tranquille satisfaction. Le premier brouillon de la notification légale était précis, imparable, chaque clause affûtée comme un scalpel. Elle termina son message par une phrase qui me fit presque rire, il disait que tu étais sorti de la famille. Rendons-le officiel. Ces mots avaient un goût plus pur que le pardon lui-même. Dehors, la ville s'éveillait. Les lampadaires s'éteignaient un à un, l'asphalte encore brillant d'une fine pluie nocturne. Au loin, un camion de livraison s'immobilisa dans un souffle, ses pneus tranchant les flaques avec un bruit humide. À l'intérieur, mon appartement bourdonnait doucement sous le ronronnement de mon ordinateur, dont la lumière bleue froide baignait la pièce. Ce n'était pas un matin de pluie, c'était une recalibration. La lueur de l'écran ressemblait à une aube nouvelle, faite non de chaleur, mais de lucidité, de mets et de pièces jointes plus éloquents que des années passées à supplier pour un semblant d'équité. Pour la première fois, je ne me sentais ni petite ni invisible. Je me sentais précise, intentionnelle, comme quelqu'un qui avait enfin cessé de s'excuser d'exister. Le matin où les lettres furent envoyées, le monde paraissait trompeusement ordinaire, des voisins promenant leurs chiens, l'odeur du café s'échappant des cuisines, celle du pain grillé dérivant doucement à travers les conduits d'aération. Pourtant, mon cœur battait au rythme d'une attente tendue, celle du moment avant l'impact. C'était le silence qui précède la conséquence. Julia avait envoyé les courriers de mise en demeure à chacun d'eux, par recommandé et par email, horodaté, scellés avec autorité. Chaque reçu, chaque trace de leur manipulation désormais soigneusement classée. Chaque signature qui autrefois ressemblait à un sauvetage devenait maintenant une preuve de dette. L'air semblait chargé de solennité, presque sacré. À exactement 9h12, mon téléphone vibra. Papa. Le nom s'imposa à moi comme un fantôme d'une vie antérieure. Il n'appelait jamais en premier. Sa voix, quand je décrochai, portait cette chaleur artificielle qu'il réservait aux collectes d'église et aux séances photos. Chérie, commença-t-il, chaque syllabe trempée dans le sirop, tout cela va trop loin. Gardons ça entre nous. Je laissai le silence s'étirer, dense, étouffant, jusqu'à ce que le vernis commence à se fissurer. C'est déjà entre nous, répondis-je calmement. C'est juste enfin consigné. Le bruit qu'il émit ensuite n'était pas un soupir, mais un sifflement d'incrédulité, d'orgueil blessé. Tu rends ta mère malade, tenta Tegil. Non, dis-je, la voix aussi tranchante qu'une lame. Elle s'est rendue malade toute seule. J'ai simplement cessé de payer les médicaments. Puis vint le clic, bref, sec, définitif. À midi, je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir ce qui suivrait. Le spectacle passait à l'acte suivant, la publication Facebook de ma mère. Une déferlante de martyrs publics déguisés en vertu. Elle avait toujours manié la manipulation comme une langue maternelle, son arme préférée enveloppée de versets bibliques. Nous l'avons élevée avec amour, et maintenant elle se retourne contre sa propre famille pour de l'argent. L'orgueil précède la chute. En dessous, tante Gina réagit la première, aussi prévisible que le tonnerre après l'éclair. Comportement dégoûtant. J'aurais honte. Des dizaines de cœurs et de mains en prière suivirent, condoléances numériques pour la douleur de ma mère. Puis des fissures. Petites, presque imperceptibles au début. Un cousin écrivit, « Elle n'a pas payé votre hypothèque après la saisie ?» Un autre ajouta, « Attendez,
c'est pas elle qui a payé les frais de scolarité? C'était comme regarder un barrage se fendre, la pression longtemps contenue s'infiltrant enfin. Le fil de commentaires se délita, leur récit s'effondra en temps réel. Les captures d'écran circulèrent, les murmures se transformèrent en clarté. La version qu'ils avaient tissée pendant des années, celle de la fille ingrate, égoïste, se dissolvait sous le poids des preuves. Je refermai l'ordinateur, le bourdonnement s'éteignant dans un silence dense. Pour une fois, ce silence ne semblait pas vide, il semblait mérité. Une justice discrète, sans éclat, mais exacte. Celle qui ne demande pas d'applaudissements, seulement la reconnaissance. Dehors, le jour s'était pleinement levé, la lumière du soleil déversant sur les toits une promesse que, pour la première fois, je croyais vraiment mienne. À 13h46, ma boîte mail sonna, une seule notification, tranchant le calme comme une alarme. Le nom de l'expéditeur s'afficha en gras, Julia. Objet, découverte supplémentaire. Mon pouce accéléra avant même que j'ouvre le message. À l'intérieur, un seul fichier PDF, joint sans préambule, son nom clinique et accablant, Johnson Family Record 2B.pdf. La courte note de Julia suivait, précise comme toujours, confirmation du retrait d'héritage de $40 000. Signature non conforme. Falsification probable. Je le lus une fois, puis une deuxième, puis une troisième, chaque lecture plus lente, plus lourde. Les mots cessèrent d'être du texte, ils devinrent un impact. La rénovation, les comptoirs en granit, les nouveaux appareils électroménagers que mes parents avaient exhibés pendant cet appel vidéo se recomposèrent dans mon esprit en pièces à conviction. Les dates correspondaient parfaitement. L'argent n'était pas un prêt ni un malentendu, c'était un vol. Ma mère n'avait pas seulement puisé dans mes économies, elle avait plongé dans le fonds fiduciaire de ma grand-mère, imité ma signature et enseveli le crime sous des carreaux neufs et des sourires de façade. Pendant une longue minute, je restai immobile, fixant l'écran lumineux, sentant quelque chose de plus froid que la colère s'installer sous mes côtes. La trahison avait désormais une texture lisse, clinique, presque élégante dans son audace. Puis vint la clarté. Julia avait déjà 3 coups d'avance. En début de soirée, elle avait déposé une demande d'injonction. Le sceau du tribunal frappa les documents avant que la plupart des gens n'aient commandé leur dîner. Actifs gelés. Compte bloqué. Leur empire de manipulation figé dans l'ambre numérique. Cette nuit-là, mon téléphone s'illumina par vagues appels, messages vocaux, chacun résonnant d'une panique palpable. Les mêmes phrases revenaient, répétées sous 1000 formes désespérées, c'est une erreur. On va arranger ça. Ne nous détruis pas. La famille, c'est le pardon. Je ris, un son brusque, involontaire. Le pardon? Ce mot, il l'avait toujours manié comme une arme, transformée en laisse. Et cette laisse venait enfin de se rompre. À 20h32, la sonnette de l'immeuble hurla à travers l'appartement. En regardant par le judas, je la vis, ma mère, debout sous la lumière vacillante du couloir. Ses yeux étaient rouges, le mascara coulait sur ses joues, ses mains tremblaient autour d'une enveloppe froissée. Quand j'ouvris la porte d'un simple cran, l'odeur familière de son parfum m'enveloppa, ce nuage floral que j'avais autrefois associé à la sécurité. « Sophia » murmura-t-elle d'une voix rauque. « S'il te plaît, nous perdons tout. Fais quelque chose pour ta sœur. »« Pour Kayla » demandai-je, le ton neutre. Ses lèvres frémirent. « Elle reste ta sœur » supplia-t-elle, comme si ce mot pouvait effacer des années de dettes et de mensonges. Je ne répondis pas. Je pris simplement le document posé sur la table du salon depuis des heures, une copie de l'avis d'expulsion que Julia avait déposé ce matin-là. Je le lui tendis avec précaution, comme on tend une allumette vers de l'essence. « Tu recevras la version officielle dans 7 jours, dis-je calmement. » Son visage se décolora, le sang quittant peu à peu ses traits jusqu'à la rendre presque translucide. « Tu n'oserais pas. C'est déjà fait. » Une seconde passa, suspendue. Ses yeux parcoururent mon visage, cherchant la fille qu'elle croyait encore connaître, celle qui réparait toujours ses erreurs, payait ses dettes et étouffait sa colère. Cette fille n'existait plus. « Adieu, maman, dis-je. » La porte se referma dans un claquement qui résonna comme un rite. Je ne la regardai pas partir. Je restai simplement là,
dans le silence retombé, respirant ce qui ressemblait à la fin d'une époque. L'air de mon appartement était chargé du fantôme de tout ce que j'avais porté pour eux, la peur, l'obligation, la loyauté, et, enfin, tout cela se dissolvait dans le calme. Le lendemain après-midi, le chaos éclata comme prévu. Les services publics furent coupés avant midi. Les notifications hypothécaires affluèrent les unes après les autres. Julia transférait chaque confirmation dans l'ordre: titre sécurisé, expulsion approuvée, tribunal successoral informé. La précision de tout cela était presque belle, comme observer les engrenages de la justice reprendre enfin leur mouvement après des années d'inertie. Puis vint la tempête en ligne. La dernière représentation de ma mère apparut sur Facebook, elle poursuit ses propres parents. Nous sommes dévastés. Ces mots la peignaient une fois de plus en martyr, enveloppée de chagrin et de versets bibliques. Mais cette fois, le public ne l'applaudit pas. Sous sa publication, les commentaires surgirent comme des fissures sur une vitre. Tante Meredith, la discrète, écrivit une seule phrase, simple, factuelle, implacable: consultez le registre public du tribunal avant de juger. Et juste comme ça, leur royaume d'illusion commença à s'effondrer, une vérité à la fois. Tu veux dire l'erreur où tu as falsifié sa signature? Ces mots tombèrent comme une pierre dans le vide numérique, et le fil familial se tut brusquement. Les bavardages incessants, les défenses hésitantes, tout s'arrêta. Pour la première fois depuis des jours, le silence avait un goût de pureté. Je n'avais plus besoin d'expliquer, de me justifier ou de plaider ma cause. La vérité le faisait à ma place. Quelques heures plus tard, mon téléphone vibra sur le comptoir. Numéro inconnu. Indicatif de New York. Ma poitrine se serra en décrochant. Ici Ami Patel du cabinet Patterson & Law, service des successions, annonça une voix professionnelle et nette. Nous réexaminons actuellement la succession de votre défunte grand-mère. Au cours de l'audit, nous avons découvert certaines irrégularités dans la documentation des bénéficiaires. Mes doigts se crispèrent sur le rebord du plan de travail jusqu'à blanchir mes jointures. Irrégularité? Répétai-je. Oui, mademoiselle Johnson, répondit-elle doucement. Il semble que votre nom figurait initialement, puis ait été rayé et remplacé. L'écriture ne correspond à aucune signature authentifiée. Ces mots réorganisèrent les dernières années de ma vie en un alignement parfait. La nouvelle cuisine, les plans en marbre, les rénovations dont ma mère se vantait depuis des mois, tout prenait soudain un sens cruel et éclatant. L'argent venait d'une tombe, la fiducie de ma grand-mère. Mon nom effacé. Mon héritage volé. Merci, Madame Patel, dis-je d'une voix égale, bien que détachée de mon propre corps. Veuillez tout envoyer directement à mon avocate. À minuit, Julia confirma l'étape suivante, le dépôt officiel pour fraude successorale. Un nouveau gel entra en vigueur avant même que l'encre ne sèche. Une autre frontière, longtemps attendue, scellée dans le langage juridique. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se glissa dans la famille comme une rumeur que personne ne voulait admettre vraie. Mais elle se propagea malgré tout. Des cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années commencèrent à me contacter. Des messages privés apparurent, hésitants, presque désolés. Ils nous ont emprunté aussi. Ils ont dit que ce serait temporaire. Ils n'ont jamais remboursé personne. Tu n'es pas folle, Sophia. Chaque message était un minuscule fragment de validation, une main tendue à travers des années de manipulation. Je les lisais tard dans la nuit, chacun d'eux comme un petit bateau de sauvetage dans le déluge où je m'étais lentement noyé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je sentais le courant tourner en ma faveur. Lorsque l'avis officiel du tribunal arriva, Julia appela, sa voix ferme mais prudente. Ils essaieront de te contacter à nouveau, prévint-elle. Ne réponds pas, quoi qu'ils disent. Surtout s'ils s'excusent. Le lendemain matin, ma boîte mail explosa d'activité. Des courriels s'empilaient les uns sur les autres, tous provenant de la même adresse qui, autrefois, avait rempli mon enfance d'ordre et d'obligation. Cette fois, l'arme de ma mère n'était pas la colère, c'était le repentir. Nous te pardonnons, ma chérie. Pardonne-nous aussi. Les familles se disputent, mais l'amour trouve toujours le chemin du retour. Le pardon comme monnaie. Le remords comme contrôle.
La plus vieille manipulation de leur répertoire. Je ne répondis pas. Je me contentai de transférer le courriel à Julia avant d'archiver la conversation, la regardant disparaître dans le cimetière numérique où toutes leurs fausses bontés avaient leur place. À la fin de cette semaine, la maison ne leur appartenait plus. Le bien, toujours légalement à mon nom, fut vendu plus vite que Julia ne l'avait prévu. Elle géra chaque signature, chaque transaction, pendant que j'observais sur mon écran la confirmation finale, fonds transférés avec succès. Je fixais cette unique ligne de texte jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Ce n'était ni une victoire ni une vengeance, c'était une restitution, l'univers rendant enfin ce qui m'était dû. Ce soir-là, mon téléphone s'alluma une dernière fois. Kayla. Son message était court, fragile, presque brisé, tu as gagné. Un instant, je pensais à l'ignorer, mais quelque chose en moi voulait clore le cercle. Je tapais, personne ne gagne quand la famille devient une dette, puis j'appuyais sur envoyer. Le message fut livré instantanément, puis grisé. Je mis son numéro en sourdine pour toujours et posai mon téléphone, face contre la table. L'appartement était silencieux, rythmé seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le souffle régulier de ma respiration. Dehors, la nuit s'étendait sur la ville comme de l'encre sur une page. À l'intérieur, l'équilibre, enfin, avait un son. Calme, sûr, entièrement mien. Cette nuit-là, la ville pulsa à son rythme habituel, stable, indifférent, vivante d'une manière détachée de la tempête que je venais de traverser. Les néons clignotaient sur l'asphalte mouillé, les klaxons résonnaient au loin, et, quelque part en dessous, des rires s'échappaient d'un bar que je n'avais jamais fréquenté. Je m'assis près de la fenêtre, celle-là même qui autrefois reflétait la fatigue sur mon visage après tant de nuits passées à sauver des gens qui ne savaient qu'exiger. Désormais, cette vitre reflétait quelque chose d'inconnu, moi, seul, mais enfin libéré. Le reflet n'était plus fragile, il était entier. Quelque part au-delà de cette ligne d'horizon, ma famille apprenait à vivre une nouvelle réalité, celle où mon nom n'apparaissait plus au bas de leurs factures ni sur les écrans de connexion de leurs comptes. Ils découvraient le vrai prix de la vie sans moi pour la subventionner. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressentis pas la moindre once de culpabilité à les laisser faire. Les semaines s'écoulèrent dans un silence d'un genre nouveau. Pas celui, lourd et oppressant, qui autrefois rampait sous ma peau, mais un silence propre, respirable. Chaque matin commençait par la lumière du soleil se répandant sur le plan de travail de la cuisine, et non par des appels manqués. Mon téléphone ne vibrait plus de demandes déguisées en urgence. Mon agenda était vide, mais il ne semblait pas creux, il semblait ouvert. Quand l'email de Julia arriva, il était bref et précis, comme toujours, affaire réglée. Accord de remboursement signé. Succession rétablie. Vous êtes libre. Libre. Je fixai ce seul mot jusqu'à ce qu'il prenne racine dans la réalité. Les comptes étaient clos, les titres transférés, les dettes enfin rattachées à leur véritable propriétaire. Leur maison, autrefois symbole de tous mes sacrifices, n'existait plus pour moi, vendue à des inconnus. Ils étaient désormais responsables, vivant sous le poids de leurs propres choix. Le silence qui autrefois me hantait s'était transformé en paix. Plus d'appels soudains à l'aube. Plus de messages affolés suppliant une dernière faveur. Je recommençais à redécouvrir le rythme de mes matinées, un café qui restait chaud, de la musique jouée sans raison, des heures qui m'appartenaient entièrement. J'utilisais l'argent du règlement non pas pour me venger, mais pour renaître. Un petit appartement en centre-ville, 2 pièces, de larges fenêtres, des murs blancs encore imprégnés de l'odeur de peinture et de promesses. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Je le remplis lentement, une étagère, une fougère, une table d'occasion qui captait parfaitement la lumière du matin. Evan m'aida à emménager. Il ne parla presque pas, se contenta de porter les cartons avec cette calme solidité qui n'a pas besoin de mots. Quand tout fut enfin rangé, il me tendit une tasse de café et me sourit d'un air doux, complice, comme s'il comprenait exactement le goût de la liberté. Ce premier soir dans le nouvel appartement, je m'assis sur le sol, entouré de cartons et de silence. Mon ordinateur reposait sur la table basse, son écran diffusant une lumière pâle. J'ouvris l'ancien tableau Excel, l'autopsie numérique de ma vie passée. Chaque chiffre était une cicatrice que j'avais refermée sans m'en rendre compte,
frais de scolarité, transferts hypothécaires, réparation de voitures, l'interminable registre de l'aide. Je fis défiler jusqu'à la fin, puis laissai mon doigt planer sur la touche supprimer. Quand je l'appuyai, le fichier disparut instantanément et avec lui, la dernière trace de ma servitude. Ce n'était pas une disparition, c'était une expiration. La nouvelle se propagea discrètement dans la famille élargie. Mes parents avaient loué une petite maison en périphérie, aux murs écaillés et au loyer modeste. Kayla travaillait à temps partiel dans un emploi qu'elle détestait, comptant les heures qu'elle aurait autrefois méprisées. Il n'y avait aucune satisfaction à savoir cela, simplement la constatation qu'ils vivaient enfin dans les limites qu'ils avaient eux-mêmes tracées. Je ne les haïssais pas. Je ne les portais plus. Les nuits devinrent paisibles, presque sacrées. Je dormais jusqu'au matin pour la première fois depuis des années, sans rêve de factures impayées ni de téléphone qui sonne. Juste le bourdonnement régulier du réfrigérateur, la pluie au loin contre la vitre, et mon propre cœur stable, sûr, libre. Un mois plus tard, je pris la route du cimetière où reposait ma grand-mère. L'air était vif, parfumé d'un mélange de pin et de terre humide après la pluie. Je m'agenouillai devant sa pierre et déposai un bouquet de tulipes, ses préférées, éclatantes et tendres contre le marbre froid. « C'est terminé », murmurai-je. Ces mots résonnèrent à la fois comme une confession et comme une prière. Le vent se leva doucement, faisant frémir les feuilles comme une réponse murmurée. Je fermai les yeux et me laissai traverser par cette brise. La paix, compris-je alors, n'a rien de spectaculaire ni de bruyant. Elle ne réclame pas l'attention. Elle est silencieuse, patiente, et se mérite une décision difficile à la fois. Si tu as déjà dû t'éloigner de ceux qui t'ont brisé, tu le sais déjà, parfois, la liberté n'est pas l'absence d'amour, c'est le refus de continuer à saigner pour ceux qui n'ont jamais appris à guérir. Tu n'es pas seul. Même si le monde autour de toi prétend que le silence équivaut à l'abandon, même si ceux qui t'ont blessé essaient de réécrire l'histoire pour te faire passer pour le méchant, tu n'es pas cruel parce que tu choisis la paix plutôt que la douleur. Partir ne signifie pas que tu as cessé de tenir à eux, cela veut dire que tu as enfin commencé à te soucier de toi-même. Si une part de mon histoire résonne en toi, la fatigue, la culpabilité, ce moment où tu as compris que ton amour était dépensé comme une monnaie, retiens ceci, la liberté n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Choisir de protéger ta paix ne fait pas de toi quelqu'un de sans cœur, cela prouve que tu as appris le prix de donner sans limite. Peut-être que ce soir, tu te tiens à ce même carrefour, le téléphone à la main, le cœur lourd, te demandant si tu fais le bon choix. Peut-être que ta version de la famille ne ressemble pas à la mienne, mais que le poids te semble familier. L'incertitude. La douleur de couper les liens avec ceux pour qui tu aurais traversé le feu. J'y suis passé. Tu n'es pas le seul à devoir reconstruire une vie silencieuse à partir des cendres de la loyauté. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour glorifier la vengeance ni pour m'enfermer dans l'amertume, c'est pour te rappeler que la paix peut renaître du chaos. Que tu peux grandir au-delà de ceux qui ont bâti leur confort sur ton sacrifice. Que la clôture, ce n'est pas quelque chose qu'ils t'accordent, c'est quelque chose que tu crées. Alors, si cette histoire t'a trouvé au bon moment, reste un peu. Explore la playlist Trahison familiale, chaque chapitre y fait entendre une voix née du même silence, une histoire de quelqu'un qui a refusé de rester petit pour préserver le confort des autres. Chacune porte le battement d'un cœur survivant, preuve que la guérison n'est pas linéaire, mais qu'elle est réelle. Et si tu es encore là, à écouter jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de rester connecté à ces histoires qui te rappellent que tu n'es pas invisible. Parce que quelque part, en ce moment même, quelqu'un fait son premier pas vers la liberté et peut-être que ton courage l'aidera à trouver le sien.